Un millionnaire solitaire testait l'honnêteté des gens en laissant de l'argent bien en vue dans son manoir. Mais tout change lorsqu'une femme de ménage modeste résiste à la tentation et prouve que le caractère n'a pas de prix. À partir de ce simple geste, il entame une transformation qui le mène à découvrir la vraie valeur de la confiance et de l'amour. La pluie battait fort contre les vitres de l'hôtel particulier quand Édouard de Martel regarda par la fenêtre de son bureau et vit les gouttes glisser sur le verre blindé, telles des larmes qu'il ne s'était jamais permis de verser. À 43 ans, héritier d'un empire industriel qui traversait les générations, Édouard avait appris une unique leçon qu'il portait comme une vérité absolue. Tout être humain a un prix. Et lui, avec sa fortune incalculable, avait vérifié cette théorie si souvent qu'il ne ressentait même plus de déception. Juste une confirmation froide et méthodique qu'il avait eu raison depuis le début. L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, banlieue huppée de Paris, reflétait parfaitement qui il était. Chaque meuble choisi par des décorateurs de renom, chaque œuvre d'art positionnée stratégiquement, chaque objet de valeur distribué dans les pièces vastes et silencieuses. Tout était impeccable, tout était parfait, tout était complètement vide d'âme. Édouard parcourait ces couloirs comme un fantôme élégant, vêtu de costumes italiens qui coûtaient plus que ce que beaucoup de gens gagneraient en un an, portant des montres suisses qui marquaient un temps qu'il ne savait plus comment remplir. Son histoire pouvait être racontée en chapitres prévisibles. Une enfance dans des pensionnats internationaux, loin de parents trop occupés à bâtir des fortunes. Une adolescence parmi des jeunes qui l'approchaient pour son nom de famille, jamais pour sa personne. Un mariage à 28 ans avec une femme magnifique qui aimait davantage les bijoux qu'il lui offrait que n'importe quel mot qui pouvait sortir de sa bouche. Un divorce 5 ans plus tard, quand elle décida que la moitié de la fortune était suffisante et partit avec un pilote de Formule 1 de 20 ans son cadet. Sans enfant, sans lien, sans rien qui puisse être appelé une famille, à part des cousins éloignés qui apparaissaient lors des fêtes de fin d'année en espérant une faveur financière. Édouard ne faisait confiance à personne, car il croyait avoir de solides raisons pour cela. Chaque personne qui croisait son chemin finissait par révéler ses véritables intentions. L'associé qui avait tenté de détourner des fonds de l'entreprise, la secrétaire qui vendait des informations privilégiées à la concurrence, le chauffeur qui avait accepté un pot de vin pour révéler son emploi du temps. La liste était longue et détaillée, conservée non seulement dans sa mémoire, mais aussi dans des dossiers organisés qui prouvaient sa thèse centrale. La nature humaine était corrompue, et il suffisait d'offrir la bonne incitation pour que n'importe quel masque d'honnêteté tombe. C'est ainsi que naquit son rituel. Il commença presque par hasard, après avoir renvoyé la 4e gouvernante en 2 ans pour de menus larcins. Édouard laissa quelques billets de 50 € sur la petite table du salon, plaça une caméra discrète et attendit. Il ne fallut pas 3 jours pour que la nouvelle employée cède à la tentation. À partir de là, il transforma cela en un jeu sombre. Chaque nouvelle personne qui entrerait dans sa maison serait testée. Parfois, c'étaient des billets éparpillés, d'autres fois des enveloppes avec des sommes plus importantes, des bijoux laissés intentionnellement sur le lit, des montres de luxe oubliées dans la salle de bain. Et il observait tout, enregistrait tout, comme un scientifique cruel documentant une expérience sociale. Le plus troublant n'était pas que les gens volent. Édouard comprenait même la logique froide derrière cela. Ce qui le fascinait de manière malsaine, c'était le processus, la résistance initiale, ce moment où la personne passait devant l'objet de valeur et continuait son chemin, vertueuse et intègre. Puis, le 2e passage, quand le regard s'attardait une seconde de plus, la 3e fois quand la main se tendait mais se rétractait au dernier instant, et enfin la chute, ce moment où la personne regardait autour d'elle, s'assurait d'être seule et prenait ce qui ne lui appartenait pas. Édouard assistait à tout cela avec un mélange de satisfaction amère et de tristesse profonde qu'il n'admettrait jamais ressentir. Ce jeudi pluvieux de mars, la routine semblait n'être qu'une répétition de plus du même schéma. L'agence de service à domicile avait appelé tôt pour l'informer que Madame Cécile, la femme de ménage qui venait depuis 3 mois et qui n'avait pas encore échoué au test, avait une forte grippe et ne pourrait pas venir. Édouard, qui était sur le point de partir pour une réunion importante avec des investisseurs japonais, ressentit une pointe d'irritation. Il détestait les changements dans sa routine, détestait les imprévus.
détestait avoir à faire face à de nouvelles personnes. L'employée de l'agence fut serviable et pleine d'excuses, assurant qu'elle enverrait une remplaçante de confiance, une professionnelle expérimentée qui travaillait avec eux depuis des années. Édouard accepta machinalement, raccrocha le téléphone et se dirigea vers le coffre-fort encastré dans le mur de son dressing. Il en retira 8 500 € en billets neufs et impeccables, parfaitement alignés. C'était plus que ce qu'il utilisait habituellement pour ses tests, mais quelque chose en lui, peut-être l'ennui croissant face à la prévisibilité des résultats, le poussa à augmenter la mise. Il voulait voir si, avec une somme vraiment significative, l'histoire serait différente. Au fond, il savait déjà qu'elle ne le serait pas. Il monta dans la chambre principale, une vaste pièce avec vue sur le jardin intérieur, et plaça les billets sur la commode en palissandre qui avait appartenu à sa grand-mère. Il organisa le tout de manière visible, mais pas évidente, comme s'il venait de compter l'argent et l'avait oublié là par négligence. Il vérifia les caméras de sécurité installées discrètement dans les coins de la pièce, testa les angles sur son téléphone portable et descendit les escaliers en direction du garage. Il laisserait la clé au concierge, comme il le faisait toujours, et irait au bureau. Plus tard, il visionnerait les enregistrements et confirmerait, une fois de plus, qu'il avait raison sur les gens. Mais quelque chose se produisit alors qu'Édouard entrait dans l'ascenseur, aux parois de miroir de l'immeuble de bureau où se trouvait le siège de sa holding. Une sensation étrange, presque un pressentiment, le fit s'arrêter avant d'appuyer sur le bouton. Il regarda son propre reflet multiplié sur les murs de l'ascenseur et vit un homme fatigué, aux cernes discrets qu'aucun sommeil de qualité ne parvenait à effacer. Avec une expression dure qui ne correspondait pas aux 43 ans qu'il portait, mais plutôt à des décennies de méfiance accumulée. À cet instant, il prit une décision impulsive qu'il n'aurait su expliquer, même à lui-même. Il appela sa secrétaire et annula tous ses rendez-vous de la journée. Il inventa une excuse de problème de santé, demanda de reporter les réunions et rentra chez lui. Il voulait être là. Il voulait pour la première fois être le témoin du test de ses propres yeux, pas seulement à travers un écran d'ordinateur froid. Il voulait voir l'hésitation, la lutte intérieure, la chute. Il avait besoin de confirmer en personne que sa vision du monde était correcte. Il arriva à l'hôtel particulier peu après 10 heures du matin. Le concierge l'informa que la femme de ménage était arrivée ponctuellement à 9 heures, avait pris la clé et était montée. Édouard le remercia d'un signe de tête et traversa le jardin latéral, entrant par la porte de service pour ne pas faire de bruit. Il monta les escaliers avec précaution, chaque marche de marbre froid sous ses chaussures italiennes, et se positionna stratégiquement dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte qui donnait sur la chambre principale. C'est alors qu'il la vit pour la première fois. Marianne Lefebvre avait 35 ans, mais la fatigue sur son visage aurait facilement pu lui en ajouter quelques-uns. Elle portait un simple uniforme en toile bleue, des baskets blanches déjà usées au bout, et ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval pratique. Elle ne portait pas de maquillage. Il n'y avait rien d'artificiel en elle. Elle arborait une expression sereine de quelqu'un qui était là pour faire son travail du mieux possible, ni plus, ni moins. Édouard l'observa, tandis qu'elle organisait les produits de nettoyage qu'elle avait apportés dans un sac en tissu, séparant chaque article avec l'efficacité de quelqu'un qui répétait ses gestes depuis longtemps. Elle commença par la salle de bain, et Édouard put entendre le bruit de l'eau qui coule, du chiffon passant sur les surfaces, tout fait avec attention et soin. Puis elle vint dans la chambre. Elle alla à la fenêtre, ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière naturelle, même avec la pluie dehors. Elle commença à faire le lit, lissant chaque coin du drap avec précision, ajustant les coussins décoratifs qu'Édouard n'utilisait jamais, mais que la décoratrice avait insisté pour conserver. Et puis, ce fut le moment. Marianne se retourna et vit l'argent sur la commode. Édouard sentit son cœur s'accélérer. C'était toujours à ce moment que l'histoire commençait. Elle s'arrêta, regarda les billets, et il put voir son expression changer. Ce n'était pas de la cupidité, réalisa-t-il. C'était une surprise authentique, suivie de quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Marianne regarda autour d'elle, comme pour chercher à comprendre le contexte de cette somme exposée là, sans protection. Elle sortit son téléphone de la poche de son uniforme, et Édouard pensa que c'était le début de la fin.
mais elle n'appela personne. Elle prit simplement une photo des billets exactement comme ils étaient disposés et se mit à taper quelque chose rapidement. Il ne pouvait pas lire d'où il était, mais il vit ses doigts voler sur l'écran, concentrés. Puis elle rangea son téléphone, prit une profonde inspiration et continua simplement le ménage. Elle passa un chiffon sur la commode autour de l'argent, en prenant soin de ne pas toucher les billets, de ne pas les déranger. Elle nettoya le sol, le miroir, organisa les quelques objets personnels qu'Édouard gardait sur sa table de chevet. Et à aucun moment, pas un seul instant, elle ne regarda de nouveau l'argent avec convoitise. Il y avait dans sa posture une détermination presque sévère, comme si elle se prouvait quelque chose à elle-même. Édouard était abasourdi. Pour la première fois en des années de test, quelqu'un résistait. Mais ce n'était pas seulement de la résistance, c'était une indifférence authentique. Marianne nettoya toute la chambre avec le même dévouement et le même soin, vérifia que tout était en ordre, prit ses produits et sortit, fermant la porte délicatement. Il attendit quelques secondes avant de sortir de sa cachette, encore en train de digérer ce qu'il avait vu. Il descendit les escaliers en silence et se rendit à son bureau, où il avait l'intention d'attendre qu'elle ait terminé tout le travail. 2 heures plus tard, Marianne frappa poliment à la porte du bureau. Édouard, qui faisait semblant de travailler sur son ordinateur, tout en révisant obsessionnellement les enregistrements des caméras de sécurité, lui dit d'entrer. Elle entra avec une posture respectueuse mais non soumise et resta debout près de la porte. « Monsieur, j'ai terminé le nettoyage de la maison, mais je dois vous informer de quelque chose d'important, dit-elle, sa voix calme mais ferme. J'ai trouvé une somme d'argent sur la commode de la chambre principale. Je n'ai rien touché, j'ai juste pris une photo pour l'enregistrer, et je suis venu vous prévenir. Vous devriez garder cet argent dans un endroit sûr. C'est une somme considérable, et beaucoup de gens passent par ici. Ce serait dommage qu'il y ait un problème. » Édouard la regarda, essayant de comprendre non seulement les mots, mais aussi le ton, l'intention, l'absence totale de malice. Marianne prit son téléphone et lui montra la photo, pointant l'écran d'un geste simple. Les billets étaient là, exactement comme il les avait laissés, organisés, intacts. Elle zooma sur l'image pour qu'il puisse mieux voir, comme pour prouver qu'elle n'avait rien pris, qu'elle était complètement transparente. « Merci de m'avoir prévenu », réussit à dire Édouard, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Je vais m'en occuper tout de suite. » Marianne hocha la tête, lui souhaita une bonne journée, et sortit, fermant la porte derrière elle. Édouard entendit ses pas dans le couloir, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait, puis il se retrouva complètement seul dans son hôtel particulier silencieux. Il se précipita vers son ordinateur et ouvrit le système de surveillance, cherchant frénétiquement la caméra de la chambre. Il rembobina l'enregistrement, regarda tout à nouveau au ralenti, zooma, vérifia chaque angle, et c'est alors que la technologie de pointe qu'il avait installée lui permit quelque chose qu'il n'attendait pas. Avec la définition ultra haute des caméras et le zoom numérique, il réussit à voir clairement l'écran du téléphone de Marianne lorsqu'elle avait tapé le message. Il lut chaque mot comme si c'était une sentence finale sur sa propre âme. « J'ai trouvé beaucoup d'argent chez le client. J'ai pris une photo pour prouver que je n'ai pas touché. Je vais le prévenir maintenant. Imagine s'ils disparaissent et qu'on pense que c'est moi. Faut faire attention avec ces choses-là. Bisous, je t'appelle plus tard. » C'était un message pour sa sœur. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, pas de plan malveillant. Juste une préoccupation authentique, sincère, de quelqu'un qui comprenait comment le monde fonctionnait et voulait se protéger de la manière la plus honnête possible. Marianne ne résistait pas à la tentation. Elle ne ressentait tout simplement aucune tentation. Cet argent n'était pas à elle. Point final. La question était close dans son esprit, avec une simplicité qu'Édouard ne parvenait pas à comprendre. Pour la première fois depuis des décennies, Édouard de Martel ressentit quelque chose dont il avait oublié la sensation. La honte. Une honte profonde, viscérale, qui montait de son estomac et lui brûlait la gorge. Il n'avait pas honte de Marianne, mais de lui-même, de tous ces tests cruels, de tous les pièges, tendus, de toute la méfiance qui avait transformé sa vie en une expérience sociale sadique. Il y avait là une femme qui gagnait probablement en un mois ce qu'il dépensait pour un dîner, et elle avait choisi l'honnêteté non par peur d'être prise, mais parce que c'était ce qu'elle était.
Édouard avait besoin d'en savoir plus. Ce n'était pas une curiosité morbide ou le désir de trouver une faille qui validerait ses anciennes croyances. C'était quelque chose de différent, un besoin authentique de comprendre comment quelqu'un pouvait maintenir une telle intégrité dans un monde qui, d'après son expérience, ne récompensait que la ruse et le manque de scrupules. Il appela l'agence de service à domicile et, allant à l'encontre de tous ses instincts, ne demanda pas à parler à la responsable pour se plaindre du changement d'employé. À la place, il demanda poliment s'il pouvait avoir plus d'informations sur Marianne Lefebvre. L'employée, surprise par son ton aimable, lui fournit les informations de base autorisées par la loi sur la protection des données. Marianne travaillait avec eux depuis 6 ans, avait des références impeccables de tous ses clients. Il n'y avait jamais eu une seule plainte, toujours ponctuelle, toujours dévouée. Mais Édouard en voulait plus. Il utilisa ses contacts discrètement, sans violer sa vie privée de manière illégale, mais en cherchant des informations publiques qui pourraient brosser un portrait plus complet. Et ce qu'il découvrit dans les heures qui suivirent le laissa encore plus bouleversé. Marianne était mère de 2 enfants, Lucas, 9 ans, et Sophie, 6 ans. Le père des enfants était parti quand la plus jeune n'avait que quelques mois, laissant derrière lui des promesses vides et des dettes qu'elle avait dû assumer. Elle vivait dans une simple maison à Aubervilliers, en banlieue parisienne, loin des quartiers chics où elle travaillait. En plus de ses enfants, elle s'occupait de sa mère, Madame Irène, qui avait eu un grave problème de santé et nécessitait une attention constante. Marianne travaillait comme femme de ménage du lundi au samedi, dans des maisons différentes chaque jour, prenant 3 transports en commun pour l'aller-retour, se levant à 5 heures du matin et rentrant chez elle après 19 heures. Édouard trouva une interview d'elle sur un blog de quartier, réalisé par une ONG locale, qui mettait en avant des histoires de résilience. Marianne parlait avec simplicité de sa routine, de la fatigue, mais aussi de la gratitude. Elle disait que ses enfants étaient sa motivation, qu'elle rêvait de pouvoir un jour reprendre ses études, qu'elle s'était arrêtée en seconde au lycée lorsqu'elle était tombée enceinte de Lucas, mais qu'elle n'abandonnait pas ce rêve. Elle parlait de sa mère avec un amour immense, disant que s'occuper d'elle était un honneur, pas un fardeau. Et à la fin, quand on lui demandait ce qui la faisait avancer, elle répondait quelque chose qui resta gravé dans l'esprit d'Édouard comme du feu sur du métal. « Je me lève chaque jour et je choisis d'être la personne que je veux que mes enfants deviennent. C'est aussi simple que ça. » L'hôtel particulier ne lui avait jamais paru aussi vide que ce soir-là. Édouard s'assit sur la véranda avec un verre de whisky écossais de 30 ans d'âge qui n'avait aucun goût et regarda la piscine éclairée où il ne nageait jamais, le jardin parfaitement entretenu par des jardiniers qu'il connaissait à peine, l'immensité des choses qu'il possédait mais qui ne signifiaient absolument rien. Marianne était passée dans sa maison comme une rafale de vent qui ne renverse rien mais qui déplace tout. En quelques heures, elle avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait réussi à faire de toute sa vie d'adulte. Elle lui avait prouvé qu'il avait tort, et ce faisant, elle avait ouvert une fissure dans une porte qu'Édouard gardait verrouillée depuis si longtemps qu'il ne se souvenait même plus de ce que c'était que de vivre avec elle ouverte. Cette nuit-là, Édouard ne dormit pas. Il resta éveillé à penser au choix, au chemin pris, à toutes les fois où il avait choisi la méfiance plutôt que l'espoir. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'envisager que peut-être, juste peut-être, il était encore temps de choisir différemment. Édouard se réveilla le vendredi suivant avec une décision prise. Il n'avait pas bien dormi de la nuit, se retournant dans le lit immense qui semblait engloutir sa solitude. Mais quand le soleil commença à poindre entre les rideaux, il sut exactement ce qu'il devait faire. Il prit le téléphone et appela l'agence de service à domicile dès leur ouverture, à 8 heures précises. « Je voudrais embaucher la femme de ménage Marianne Lefebvre directement, de manière fixe, » dit-il sans détour à la responsable qui répondit « 3 fois par semaine, avec tous les droits du travail garantis. Pouvez-vous me donner les tarifs pour que je fasse une proposition adéquate ?» La responsable, surprise mais professionnelle, expliqua les procédures et les tarifs du marché. Édouard écouta tout avec attention, puis offrit le double de ce qu'elle avait mentionné. Ce n'était pas pour impressionner ou acheter sa loyauté, c'était parce que, pour la première fois, il comprenait que le travail de cette femme valait bien plus que ce que n'importe quel barème pouvait fixer.
La valeur qu'elle ajoutait ne résidait pas seulement dans les pièces propres ou le linge repassé. Elle résidait dans la dignité avec laquelle elle faisait chaque mouvement, dans l'intégrité qu'elle portait comme une seconde peau. La responsable dit qu'elle devrait d'abord parler à Marianne, respecter sa volonté. Édouard accepta et lui demanda de le rappeler dès qu'elle aurait une réponse. Il raccrocha et remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti anxieux pour quelque chose qui n'impliquait pas d'argent ou d'affaires. C'était une sensation étrange, presque adolescente, et il ne savait pas bien comment la gérer. Le téléphone sonna 2 heures plus tard. Marianne avait accepté la proposition, mais à une condition. Elle voulait un contrat formel avec tout déclaré, tous ses droits respectés. Elle ne voulait pas de faveur, elle voulait de la dignité. La responsable transmit cela avec un ton d'admiration dans la voix, et Édouard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Bien sûr, répondit-il. Je veux que tout soit fait de la manière la plus correcte possible. Elle le mérite, et bien plus encore. » Les jours suivants, Édouard s'occupa de tout. Il engagea un avocat spécialisé en droit du travail pour rédiger un contrat impeccable, garantissant non seulement ce que la loi exigeait, mais aussi des avantages supplémentaires, des tickets restaurants généreux, un remboursement des transports, une mutuelle santé et une prime semestrielle de performance. Quand l'avocat lui demanda s'il n'exagérait pas pour une employée de maison, Édouard le regarda avec une froideur qui fit reculer l'homme et dit simplement « Faites ce que je vous ai demandé ». Marianne commença à travailler à l'hôtel particulier le lundi suivant. Édouard, qui partait normalement tôt pour le bureau et ne rentrait qu'en fin d'après-midi, décida d'ajuster son emploi du temps. Il se mit à travailler davantage de chez lui, enfermé dans son bureau, mais toujours attentif aux bruits venant des autres pièces. Le son de l'aspirateur, le cliquetis de la vaisselle lavée, ses pas légers dans les couloirs. C'étaient des sons que la maison n'avait jamais eus, ou plutôt, auxquels il n'avait jamais prêté attention. Le premier jour, Marianne arriva ponctuellement à 8 heures du matin. Elle frappa à la porte du bureau pour l'informer de son arrivée et Édouard lui dit d'entrer. Elle portait le même uniforme simple, les cheveux attachés, ce visage serein qui semblait immunisé contre le chaos du monde extérieur. « Bonjour, monsieur de Martel, dit-elle. Je vais commencer par la cuisine et la buanderie, puis je monterai aux chambres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » Édouard voulait dire tant de choses. Il voulait s'excuser pour le test cruel, la remercier de lui avoir rendu sa foi en l'humanité, en savoir plus sur ses enfants, ses rêves, sa vie. Mais tout ce qu'il parvint à faire fut un signe de tête et un merci qui sortit plus bas qu'il ne l'aurait voulu. Marianne sourit légèrement, un petit sourire mais authentique, et sortit pour commencer son travail. Les semaines passèrent et une routine commença à s'installer. Marianne venait les lundis, mercredis et vendredis, toujours ponctuelle, toujours dévouée. Édouard commença à trouver des prétextes pour sortir de son bureau aux heures où elle était dans la maison. Il allait chercher de l'eau dans la cuisine quand il savait qu'elle y serait. Il montait chercher un document dans la chambre quand elle nettoyait cet étage. Et peu à peu, très lentement, ils commencèrent à discuter. Au début, ce n'était que des salutations polies, des commentaires sur le temps, des questions pratiques sur la maison. Mais au fil des jours, les conversations s'allongèrent. Édouard découvrit que Marianne avait un sens de l'humour subtil, qu'elle observait le monde avec une sagesse qu'aucune université n'enseignait. Elle parlait de ses enfants avec une fierté qui illuminait son visage. Lucas réussissait bien à l'école publique où il étudiait. Il adorait les mathématiques et rêvait d'être ingénieur. Sophie était espiègle et créative. Elle passait son temps à dessiner et à inventer des histoires. Sa mère, Madame Irène, avait eu une grosse frayeur avec son cœur l'année précédente. Marianne racontait cela, la voix nouée mais ferme, expliquant combien il avait été difficile d'équilibrer les soins, le travail et les enfants. « Mais je suis reconnaissante, » disait-elle. « Ma mère est là, elle va mieux. Mes enfants sont en bonne santé, j'ai du travail. Il y a beaucoup de gens qui ont moins que ça, alors je ne peux pas me plaindre. » Édouard écoutait, fasciné. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais comment elle le disait. Il y avait une acceptation de la réalité sans victimisation, une gratitude authentique pour les petites choses, une force qui venait d'un endroit dont il ignorait même l'existence. Et pour la première fois, il commença à parler lui aussi,
Pas d'affaires ou d'investissements, mais de choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Il parla de son enfance solitaire, dans les pensionnats européens, où il avait appris 5 langues, mais oublié comment se faire des amis. De ses parents qui manifestèrent leur amour par des cadeaux coûteux, mais n'étaient jamais présents au spectacle de l'école ou aux anniversaires. Du mariage qui fut plus une fusion d'entreprise qu'une union d'âme. De la solitude qui vivait avec lui dans cet immense hôtel particulier. Une compagne constante qu'il avait appris à accepter comme inévitable. Marianne écoutait sans juger, sans offrir de conseils creux ou de phrases toutes faites de développement personnel. Elle écoutait simplement, et son silence avait plus de compréhension que 1000 mots n'auraient pu en avoir. Une fois, alors qu'il finissait de raconter son divorce, comment il avait découvert que sa femme ne l'avait jamais vraiment aimé, Marianne dit simplement « Parfois, les gens ne savent pas aimer parce qu'on ne leur a jamais vraiment appris. Ce n'est pas une excuse, mais ça aide à comprendre. Vous pouvez choisir d'être différent. » Cette phrase résonna dans la tête d'Édouard pendant des jours. Il pouvait choisir d'être différent. Cela semblait si simple quand elle le disait, mais c'était révolutionnaire pour quelqu'un qui avait passé des décennies à croire que les gens ne changeaient pas, que la nature humaine était fixe et corrompue. Marianne prouvait par chaque geste, chaque mot, chaque choix qu'il avait tort. Et au lieu de se sentir vaincu, Édouard commença à se sentir plein d'espoir. Ce fut un mercredi d'avril, près de 2 mois après que Marianne eut commencé à travailler là, qu'Édouard prit une décision qui allait tout changer. Il était dans son bureau à examiner des rapports financiers quand il entendit sa voix dans la cuisine, parlant au téléphone. Il n'avait pas l'intention d'espionner, mais la porte était entr'ouverte et la voix de Marianne semblait tendue, différente, de son ton serein habituel. « Je sais, je sais que l'inscription est chère, disait-elle, clairement inquiète. Mais Lucas est tellement enthousiaste avec ce cours de robotique à l'école. Il en parle tous les jours. Je vais essayer de faire quelques petits boulots le week-end. Peut-être que j'arriverai à réunir l'argent d'ici le mois prochain. » « Non, n'emprunte à personne. On va trouver une solution. » Édouard ferma lentement son ordinateur portable. Il se leva de sa chaise et resta là, immobile, à digérer ce qu'il venait d'entendre. Marianne travaillait 3 fois par semaine chez lui, gagnant bien plus qu'avant. Et pourtant, elle devait faire des petits boulots le week-end pour payer un cours extrascolaire à son fils. Ce n'était pas juste. Ce n'était même pas imaginable que quelqu'un comme elle, qui donnait tant d'elle-même, doive se démener de cette façon. Cette nuit-là, Édouard ne put penser à autre chose. Il dîna seul dans l'immense salle à manger, regardant les chaises vides autour de la table qui pouvaient accueillir 12 personnes et n'en recevait jamais aucune. Il pensa à Marianne, dînant dans sa modeste maison, partageant son assiette avec ses enfants, peut-être renonçant à sa propre nourriture pour qu'il mange plus. Il pensa à Lucas, 9 ans, rêvant de robotique et d'ingénierie, et à Marianne jonglant avec ses finances pour ne pas décevoir son fils. Et c'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit. Ce n'était pas de la charité, ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de bien plus grand. C'était une volonté authentique de faire différemment, d'utiliser tout ce qu'il avait d'une manière qui comptait vraiment. Pour la première fois de sa vie, Édouard voulait aider quelqu'un sans rien attendre en retour, sans tester, sans conditionner. Juste aider parce que c'était la bonne chose à faire. Les jours suivants, Édouard se mit à agir. Discrètement, sans fanfare, il commença à mettre en pratique un plan qu'il avait élaboré dans son esprit. Il utilisa ses contacts dans le monde des affaires, ses relations, son influence, mais cette fois-ci, pas pour conclure des marchés ou augmenter ses profits. Cette fois pour changer une vie. D'abord, il contacta le directeur d'une des meilleures écoles privées de Paris, une institution qui avait des partenariats avec des universités internationales et un programme pédagogique reconnu nationalement. Édouard était un donateur de l'institution depuis des années. Son nom était sur une aile du bâtiment, mais il ne s'était jamais vraiment impliqué dans l'aspect éducatif. Maintenant, il avait un objectif clair. « Je veux créer des bourses d'études complètes pour des enfants en situation de vulnérabilité », dit-il au directeur. 2 bourses pour commencer, tout compris. Matériel scolaire, uniforme, repas, transport. Je veux que ce soient des enfants qui méritent vraiment cette opportunité, qui ont du potentiel, mais que les circonstances de la vie ne leur permettent pas d'étudier ici. Le directeur, enthousiasmé par la proposition,
commença à parler de processus de sélection, d'analyse socio-économique, de critères d'évaluation. Édouard l'interrompit gentiment. « J'ai déjà les enfants en tête, dit-il. Lucas Lefebvre, 9 ans, et Sophie Lefebvre, 6 ans. J'aimerais que vous fassiez une évaluation pédagogique pour vérifier dans quelle classe ils devraient être inscrits, et ensuite, je prendrai en charge tous les frais de manière anonyme. » Le directeur promit de tout organiser avec discrétion, et Édouard ressentit une satisfaction qu'aucun contrat millionnaire ne lui avait jamais procurée. Mais il ne s'arrêta pas là. Il souscrivit à l'un des meilleurs contrats de mutuelle santé d'entreprise du marché, ceux que les entreprises n'offraient qu'aux directeurs et cadres supérieurs, et y inclut Marianne, ses 2 enfants, et Madame Irène comme bénéficiaire. Couverture complète, sans délai de carence, avec les meilleurs hôpitaux de la ville disponibles. Ensuite, il alla voir son gestionnaire de fortune, un homme austère qui s'occupait de ses finances depuis 15 ans. « Je veux créer un fonds d'investissement, dit Édouard. Conservateur sûr, avec une rentabilité stable. Valeur initiale de 100 000 € au nom de Marianne Lefebvre. Elle ne pourra pas accéder au capital principal pendant les 5 prochaines années, mais les revenus mensuels devront être déposés sur un compte que je vais lui ouvrir, et je veux que tout soit fait de manière légale et transparente. » Le gestionnaire tenta d'argumenter sur d'autres options, sur des stratégies plus agressives, mais Édouard fut ferme. « Je veux de la sécurité, pas du risque. C'est pour son avenir, pour ses enfants. Ça doit être solide comme le roc. » Tout fut préparé en 3 semaines. Édouard vérifia chaque document, chaque contrat, chaque détail juridique. Il voulait que tout soit parfait, que rien ne puisse être remis en question ou annulé. Et quand tout fut prêt, il organisa une réunion formelle avec Marianne. Le lundi suivant, quand elle arriva pour travailler, Édouard lui demanda de s'asseoir dans le salon. Marianne parut inquiète, pensant peut-être qu'elle allait être renvoyée. Mais il la rassura rapidement. « Je veux te parler de quelque chose d'important, » dit-il. « Ce n'est rien de mal, promis. » Il commença par lui montrer le contrat de l'école. Il expliqua les bourses complètes pour Lucas et Sophie, la qualité de l'enseignement, les opportunités que cela pourrait ouvrir pour leur avenir. Marianne écouta en silence, les yeux de plus en plus humides. Ensuite, il parla de la mutuelle santé, de la sécurité que cela apporterait pour elle et pour Madame Irène. Et enfin, il expliqua le fonds d'investissement, les revenus mensuels qui seraient, à elle, la stabilité financière que cela représentait. Quand il eut fini, Marianne pleurait. Pas des pleurs bruyants ou dramatiques, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage, tandis qu'elle essayait de digérer tout ce qu'elle entendait. « Monsieur de Martel, réussit-elle enfin à dire, la voix tremblante, « je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne veux pas de charité. » Édouard se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux. « Ce n'est pas de la charité, Marianne, c'est de la reconnaissance. Tu m'as montré quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la conviction qu'il existe de bonnes personnes dans ce monde. Tu es entré dans ma maison, tu as vu une fortune exposée, et ta seule préoccupation a été de m'alerter du danger. Tu travailles avec un dévouement qui va bien au-delà de ce que n'importe quel salaire pourrait payer. Tu élèves 2 enfants seuls, tu t'occupes de ta mère, et pourtant, tu conserves une dignité et une intégrité qui me font honte quand je pense au type de personne que j'étais devenue. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ceci n'est pas une faveur que je te fais. C'est une dette que je paie envers moi-même. Pour toutes les années que j'ai gaspillées à tester l'honnêteté des gens, au lieu de simplement faire confiance. Pour toutes les fois où j'ai choisi la méfiance plutôt que l'espoir. Tu m'as appris que je pouvais choisir d'être différent. Laisse-moi le faire. Laisse-moi utiliser ce que j'ai pour faire quelque chose qui compte vraiment. » Marianne secoua la tête, toujours les larmes aux yeux. « Mais monsieur, je suis fier de mon travail. Je ne veux pas que les gens pensent que je profite de vous. » « Et ce n'est pas le cas, » répondit fermement Édouard. « Tout cela a une documentation légale, des contrats formels. Tu continueras à travailler ici, à être payé pour ton travail. Ces autres choses, ce sont des investissements que je fais dans l'avenir de tes enfants, dans ta santé, dans ta stabilité. Tu mérites d'avoir les mêmes opportunités que tant d'autres personnes ont simplement parce qu'elles sont nées dans des familles riches. » Ils restèrent silencieux un long moment. Édouard pouvait voir la lutte intérieure qui se déroulait en Marianne, la bataille entre la fierté et le besoin, entre la peur de faire quelque chose de mal et le désir d'offrir une vie meilleure à ses enfants. Finalement,
Elle prit une profonde inspiration et le regarda avec une détermination qu'il connaissait déjà bien. « Je vais accepter, dit-elle, la voix plus ferme maintenant, mais à certaines conditions. Je continuerai à travailler ici avec le même dévouement que toujours, sans traiter cela comme une faveur personnelle. Et un jour, quand je le pourrai, je rendrai l'appareil d'une manière ou d'une autre. Pas à vous, car je sais que vous n'en avez pas besoin, mais à d'autres personnes qui traversent ce que j'ai traversé. J'en ferai un cercle, pas une ligne droite. » Édouard sourit, et ce fut un vrai sourire, qui illumina son visage d'une manière qu'il ne se souvenait pas d'avoir ressentie depuis des années. « Je crois que c'est la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais dite, » répondit-il. Et c'est ainsi que commença une nouvelle phase. Une phase où l'hôtel particulier froid commença à se réchauffer, où les conversations remplacèrent les silences, où l'espoir commença à germer dans un cœur qui s'était fermé depuis si longtemps. Édouard ne le savait pas encore, mais ce n'était que le début d'une transformation qui allait changer sa vie pour toujours. Les mois qui suivirent apportèrent des changements qu'Édouard n'aurait jamais cru possibles. La vie de Marianne commença à se transformer de manière visible et profonde, mais ce fut sa propre transformation qui le surprit le plus. C'était comme si, en aidant cette femme et sa famille, il avait trouvé une porte qui le ramenait à une version de lui-même perdue quelque part dans l'enfance, avant que l'argent et la méfiance ne construisent des murailles autour de son cœur. Lucas et Sophie commencèrent leur nouvelle école en septembre. Marianne raconta à Édouard les larmes de joie aux yeux, leur premier jour. Lucas était nerveux mais excité, serrant son nouveau sac à dos comme un trésor. Sophie n'arrêtait pas de tourner dans son uniforme, trouvant qu'elle ressemblait à une princesse. Le garçon se distingua rapidement en mathématiques et en sciences, et l'école suggéra qu'il participe à des olympiades académiques. Sophie se découvrit une passion pour les arts et le théâtre, et son professeur remarqua qu'elle avait un talent naturel pour exprimer les émotions. Quand Marianne partageait ses histoires pendant le petit déjeuner qu'ils avaient commencé à prendre ensemble les matins de travail, Édouard sentait quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Avait-il acheté le bonheur? Non. Il avait levé les obstacles qui empêchaient cette famille de s'épanouir, et il s'épanouissait si magnifiquement qu'il était impossible de ne pas se sentir partie prenante de cela. Madame Irène put enfin passer les examens cardiologiques qu'elle reportait depuis des années par manque de moyens. Le médecin, grâce à la mutuelle haut de gamme, identifia quelques problèmes qui pouvaient être traités avec des médicaments appropriés et un suivi régulier. Marianne rentra chez elle ce jour-là et, pour la première fois depuis qu'Édouard la connaissait, elle arriva au travail et le serra simplement dans ses bras. Ce fut une étreinte forte, pleine de gratitude, et Édouard resta paralysé un instant avant de répondre, maladroitement mais sincèrement. « Merci, murmura-t-elle, merci de donner plus d'années à ma mère avec moi. » Mais les changements ne se produisaient pas seulement dans la vie de Marianne. Édouard commença à se transformer de manière qu'il n'attendait pas lui-même. Il se mit à rentrer plus tôt à la maison les jours où elle travaillait, inventant des excuses pour être présent. Les conversations s'approfondirent, cessant d'être superficielles pour aborder des sujets plus intimes, plus vrais. Il parlait de ses peurs, de son sentiment d'avoir gâché des années de sa vie dans une quête vide de plus d'argent, alors qu'il en avait déjà plus qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Elle parlait de ses rêves, de son désir de reprendre ses études, peut-être en sciences de l'éducation, pour travailler avec les enfants. Ce fut lors d'une de ces conversations qu'Édouard eut une idée. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne reprends-tu pas tes études ? Tu peux suivre des cours du soir, obtenir ton baccalauréat, puis t'inscrire à l'université. Je peux ajuster tes horaires ici, tu peux travailler à mi-temps et étudier le reste du temps. » Marianne le regarda avec une expression mêlée d'espoir et d'incrédulité. « Monsieur de Martel, j'ai 35 ans. J'ai passé l'âge de m'asseoir dans une salle de classe avec des adolescents. »« N'importe quoi, » répondit Édouard avec une conviction qui le surprit lui-même. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et tu seras un exemple incroyable pour Lucas et Sophie. Imagine quand ils verront leur mère étudier, faire des efforts, obtenir un diplôme. Tu leur as déjà appris tant de choses, mais cela leur montrera qu'on peut toujours recommencer. » Marianne resta silencieuse, digérant ces mots. Quelques jours plus tard, elle s'inscrivit à des cours du soir pour adultes, dans un lycée public près de chez elle. Édouard ajusta son contrat pour qu'elle ne travaille que 3 matinées par semaine, en maintenant le même salaire.
Ce n'est pas de la charité, insista-t-il quand elle protesta. C'est un investissement dans l'avenir, et elle méritait d'avoir du temps pour elle, pour ses rêves. Les mois passèrent, et l'hôtel particulier qui résonnait autrefois de silence commença à prendre vie. Marianne se mit à amener ses enfants pour qu'ils découvrent où elle travaillait, toujours le samedi quand Édouard les invitait. Lucas était fasciné par l'immense bibliothèque qu'Édouard possédait mais n'utilisait jamais, et le garçon dévorait des livres sur la science et la technologie. Sophie explorait le jardin, dessinait les fleurs, inventait des histoires sur les statues décoratives. Édouard observait les enfants avec une tendresse qu'ils ne se connaissaient pas. Il acheta des jeux éducatifs pour Lucas, lui apprit à jouer aux échecs et fut impressionné par la rapidité avec laquelle il apprenait les stratégies. Pour Sophie, il acheta du matériel d'art professionnel et dédia l'une des pièces vides de la maison comme atelier pour la fillette. La petite l'appelait Tonton Doudou, un surnom qu'il n'aurait jamais permis à personne d'utiliser, mais qui, venant de cet enfant, sonnait comme de la musique. Un samedi après-midi, alors que Lucas et Édouard jouaient aux échecs dans le bureau et que Sophie dessinait assise par terre à côté de Marianne, qui révisait pour un examen d'histoire, Édouard eut une révélation soudaine. C'était une famille, pas au sens traditionnel, pas par les liens du sang, mais par la connexion authentique, l'affection véritable, la présence qui comblait les espaces vides de sa vie. Il regarda Marianne, concentrée sur ses livres, les lunettes de lecture qu'il lui avait achetées glissant sur son nez, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas, ressenti depuis si longtemps qu'il faillit ne pas le reconnaître. C'était du bonheur. Simple, pur, sans complications. Les changements chez Édouard dépassèrent les murs de sa maison. Il commença à voir son empire commercial avec d'autres yeux. Lors d'une réunion du conseil d'administration, lorsque le directeur financier présenta un plan de réduction des coûts en licenciant des employés des secteurs opérationnels, Édouard l'interrompit. « Nous avons 3 milliards en trésorerie, dit-il calmement. Notre bénéfice annuel est absurde. Nous n'allons licencier personne pour augmenter notre marge de profit. Au lieu de cela, nous allons créer un programme de bourse d'études pour les enfants de nos employés et une mutuelle santé décente pour tous, pas seulement pour les cadres. » Les directeurs le regardèrent comme s'il était devenu fou. L'un d'eux tenta d'argumenter sur la responsabilité envers les actionnaires, sur la maximisation de la valeur. Édouard le coupa d'un regard glacial. « Je suis le principal actionnaire de cette entreprise. Et je vous dis que notre valeur ne se mesure pas seulement en chiffres sur un bilan. Elle se mesure aussi dans les vies que nous impactons. Mettez en œuvre ce que j'ai dit, ou je trouverai des directeurs qui le comprennent. » La nouvelle du changement d'attitude d'Édouard de Martel se répandit sur le marché. Certains le traitèrent de fou, d'autres de visionnaire. Il ne se souciait d'aucune de ces étiquettes. Il savait seulement qu'il avait découvert quelque chose de plus important que d'accumuler de la richesse. Utiliser cette richesse pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Il créa une fondation axée sur l'éducation des enfants en situation de vulnérabilité. Pas une fondation de façade pour des déductions fiscales, mais un projet sérieux, avec une équipe dévouée, des objectifs clairs, un suivi individuel de chaque enfant bénéficiaire. Le premier projet pilote bénéficia à 100 enfants avec des bourses complètes dans des écoles de qualité. Édouard tenait à connaître chacun d'eux, à savoir leur nom, leurs rêves, et en chaque enfant, il voyait Lucas et Sophie, il voyait Marianne, il voyait la chance de bien faire ce que la société faisait de travers depuis si longtemps. Marianne suivait ces transformations avec un mélange de fierté et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Elle voyait Édouard changer sous ses yeux, l'homme froid et distant, laissant place à quelqu'un de chaleureux, présent, généreux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'attribuer tout le mérite, mais elle sentait qu'elle avait été en quelque sorte un catalyseur, une étincelle qui avait allumé quelque chose qui avait toujours été là, simplement endormi. Mais avec cette prise de conscience venait aussi une confusion croissante de sentiments. Marianne commença à réaliser qu'elle attendait avec impatience les matinées de travail, non pas pour le salaire ou les avantages, mais pour la chance d'être près de lui. Leurs conversations devinrent le point culminant de ses journées. Elle se surprenait à penser à lui en étudiant le soir, imaginant ce qu'il dirait sur un certain sujet, comment il réagirait à une certaine nouvelle. Et cela l'effrayait profondément. Était-ce de la gratitude ou quelque chose de plus?
Marianne se posait constamment la question. Elle avait peur de confondre les sentiments, de transformer l'admiration en quelque chose qui ne devrait pas exister. Après tout, Édouard était son employeur, même s'il insistait pour la traiter en égale. Il y avait une énorme différence entre leur monde, leur contexte, leur réalité. Elle était une femme simple, mère célibataire, qui terminait encore le lycée à 35 ans. Il était un milliardaire, un homme d'affaires influent, propriétaire d'un empire. Cela n'avait aucun sens. Mais le cœur ne suit pas la logique de la raison. Édouard luttait également avec ses propres sentiments. Il réalisait qu'il commençait à s'apprêter davantage les jours où Marianne venait travailler, qu'il choisissait des chemises qu'elle avait complimentées au passage, qu'il se surprenait à créer des prétextes pour prolonger les conversations. Elle était belle, oui, mais ce n'était pas seulement ça. C'était sa force, sa dignité, la façon dont elle voyait le monde avec gratitude, malgré toutes les difficultés. C'était l'intelligence qui brillait dans ses yeux lorsqu'il discutait des sujets qu'elle étudiait. C'était la façon dont elle aimait ses enfants, dont elle s'occupait de sa mère, dont elle traitait tout le monde avec le même respect, quelle que soit leur position sociale. Mais Édouard se sentait comme un imposteur. De quel droit pouvait-il ressentir cela pour Marianne? Lui qui avait passé des décennies à douter de la bonté humaine, à tester les gens de manière cruelle, à vivre dans un cocon de méfiance et d'égoïsme. Elle méritait quelqu'un de mieux, quelqu'un qui avait toujours été bon, pas quelqu'un qui apprenait à l'être seulement récemment. Et il y avait aussi la question pratique. Il était techniquement son employeur. Comment pouvait-il exprimer ses sentiments sans que cela ressemble à un abus de pouvoir, sans qu'elle se sente pressée ou obligée? Alors ils continuèrent tous les deux, chacun gardant ses sentiments, chacun ayant peur de faire le pas suivant. Ce fut Madame Irène qui le remarqua la première. Un dimanche où Édouard était invité à déjeuner chez Marianne, ce qui arrivait de plus en plus souvent, la dame aux cheveux gris et au regard sage observa la façon dont il regardait sa fille. Elle observa aussi comment Marianne s'illuminait quand il arrivait, comment elle riait plus, comment ses yeux le suivaient quand il jouait avec les enfants dans le petit jardin. Après le déjeuner, alors que Marianne était allée coucher les enfants et qu'Édouard aidait à faire la vaisselle, Madame Irène s'approcha. « Monsieur Édouard, puis-je vous donner un conseil de quelqu'un qui a beaucoup vécu ?»« Bien sûr, Madame Irène, répondit-il, un peu nerveux face à son ton sérieux. « La vie est trop courte pour laisser passer le bonheur par peur, dit-elle, en le regardant droit dans les yeux. Je vois comment vous regardez, ma fille, et je vois comment elle vous regarde. Vous dansez tous les deux autour de quelque chose qui est évident pour tout le monde, sauf pour vous. » Édouard sentit son visage s'empourprer. « Madame Irène, je ne ferai jamais rien qui puisse compromettre Marianne ou la mettre mal à l'aise. Je la respecte bien trop pour... » Elle l'interrompit avec un sourire doux. « Je le sais, mon fils. Quiconque voit à quel point vous avez changé sait que votre cœur est sincère. Mais parfois, il faut être courageux. Ma fille a beaucoup souffert, elle a été blessée, elle a appris à se protéger. Mais elle mérite d'être heureuse. Et si je dois donner mon avis, je pense que vous le méritez aussi. » Édouard resta sans voix. Madame Irène lui tapota affectueusement le bras et quitta la cuisine, le laissant seul avec ses pensées tumultueuses. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel particulier, Édouard ne put dormir. Il resta sur la terrasse, regardant les étoiles, pensant à tout ce que Madame Irène avait dit. Était-ce possible? Pouvait-il y avoir quelque chose de réel entre lui et Marianne? Ou était-ce juste le fantasme d'un homme solitaire qui avait enfin trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir à nouveau humain? Il décida qu'il devait être sûr de ses propres sentiments avant toute chose. Il passa les semaines suivantes à s'observer, à se questionner, et chaque jour qui passait, la réponse devenait plus claire. Il n'était pas seulement admiratif de Marianne, ce n'était pas seulement de la gratitude pour avoir changé sa perspective de vie. C'était de l'amour, un amour différent de tout ce qu'il avait jamais ressenti, car il était basé sur un respect authentique, une admiration véritable, une connexion profonde. Marianne arriva également à sa propre conclusion durant cette période. Un soir, alors qu'elle révisait pour ses examens finaux, elle s'arrêta au milieu d'un exercice de mathématiques et s'avoua la vérité qu'elle évitait. Elle était amoureuse d'Édouard, et ce n'était pas parce qu'il avait changé sa vie financièrement, mais parce qu'il s'était permis d'être vulnérable avec elle, parce qu'il jouait avec ses enfants avec une affection authentique, parce qu'il l'écoutait vraiment quand elle parlait, parce qu'il la faisait se sentir vue, valorisée,
importante. Mais tout comme Édouard, elle avait peur. Peur que cela puisse ruiner tout ce qu'ils avaient construit. Peur de faire une erreur. Peur de ne pas être assez bien pour quelqu'un comme lui. Alors, ils continuèrent tous les deux, gardant leurs sentiments comme des trésors, fragiles, attendant le bon moment qui n'arriverait peut-être jamais s'il ne dépendait que du courage de l'un ou de l'autre. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le destin était sur le point de forcer une décision qui changerait tout pour toujours. Décembre arriva à Paris, apportant cette humidité froide caractéristique de la fin de l'année. La ville se préparait pour les fêtes, les rues s'illuminaient de lumières colorées, et dans la vie de Marianne et Édouard, quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Marianne allait enfin obtenir son baccalauréat grâce au cours du soir. C'était gras. Remise des diplômes serait simple, une cérémonie au sein même du lycée, mais pour elle cela signifiait la réalisation d'un rêve qu'elle gardait depuis près de 20 ans. Édouard apprit la date de la cérémonie des semaines à l'avance. Marianne l'avait mentionné nonchalamment pendant le petit déjeuner, essayant de cacher son émotion, mais il l'avait perçue. Il voyait à quel point c'était important pour elle, comment elle étudiait tous les soirs après avoir couché les enfants, comment elle transportait cahiers et livres partout, profitant de chaque minute libre dans les transports en commun pour réviser. Elle s'était consacrée avec la même détermination qu'elle appliquait à tout dans la vie, et elle était sur le point de récolter les fruits de cet effort. Mais Édouard avait d'autres plans que de simplement assister à la cérémonie. Ces dernières semaines, il avait orchestré quelque chose qui le rendait nerveux d'une manière que même les plus grandes négociations commerciales n'avaient jamais provoquée. Il était sûr de ses sentiments, sûr de ce qu'il voulait, mais il craignait toujours de ne pas être aimé en retour, d'interpréter à tort les signes qu'il croyait voir chez Marianne. Il parla encore quelquefois avec Madame Irène, cherchant des conseils, essayant de savoir s'il agissait de la bonne manière. La vieille dame le recevait toujours avec affection, lui offrait un café, écoutait ses préoccupations avec une patience maternelle. « Monsieur Édouard, disait-elle, vous avez tant changé depuis que vous êtes entré dans la vie de ma fille. Et elle aussi a changé. J'ai vu ma Marianne sourire plus ces derniers mois que ces dernières années. Ce n'est pas rien. » Lucas et Sophie étaient aussi devenus ses complices involontaires. Le garçon, maintenant âgé de 10 ans et de plus en plus vif, lui demanda un jour si Édouard aimait sa mère. La question fut posée pendant une partie d'échecs, directe et sans détour, comme seuls les enfants savent le faire. Édouard resta sans voix quelques secondes, essayant de décider s'il devait être honnête ou évasif. Il opta pour l'honnêteté. « J'aime beaucoup ta mère, Lucas. C'est une personne incroyable. » Le garçon déplaça une pièce sur l'échiquier et sourit. « Je crois qu'elle vous aime bien aussi. Elle parle de vous tout le temps à la maison. Tonton Doudou a dit ci, tonton Doudou a fait ça. Sophie a même dit qu'elle voudrait que vous soyez notre vrai papa. » Édouard sentit quelque chose se serrer, dans sa poitrine. Ses enfants étaient entrés dans sa vie et avaient comblé des vides dont il ignorait même l'existence. Penser qu'eux aussi ressentèrent de l'affection pour lui, qu'ils le voyaient comme un membre de la famille, était presque trop à gérer. « Et ça vous plairait » demanda-t-il, gardant un ton désinvolte malgré son cœur qui battait la chamade. Lucas haussa les épaules avec la naturelle de l'enfance. « Bien sûr, vous êtes gentil. Et maman est heureuse quand elle est avec vous. On veut juste qu'elle soit heureuse. » C'est cette conversation qui donna à Édouard le courage final dont il avait besoin. Il commença à tout planifier dans les moindres détails. Il voulait faire quelque chose de spécial, quelque chose qui montrerait à Marianne à quel point elle comptait pour lui, mais sans être ostentatoire ou embarrassant. Il connaissait son humilité, savait qu'elle n'aimerait pas les grands gestes publics ou les démonstrations exagérées de richesse. La cérémonie de remise des diplômes aurait lieu un vendredi soir. Édouard demanda à y aller, et Marianne accepta avec un sourire timide. Madame Irène irait avec les enfants, et il les rejoindrait. C'était la première fois qu'Édouard entrait dans une école publique, qu'il voyait de près la réalité que Marianne vivait tous les jours. L'école était simple, les murs avaient besoin d'un coup de peinture, les bureaux étaient vieux mais propres, mais il y régnait une chaleur humaine, une énergie d'espoir qui le surprit. Marianne était magnifique. Elle portait une simple robe bleue qu'elle avait achetée dans une boutique de quartier, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules, un sourire nerveux mais radieux sur le visage.
Quand on l'appela pour recevoir son diplôme, Lucas et Sophie crièrent d'enthousiasme. Madame Irène pleura, et Édouard ressentit une fierté si intense qu'il dut cligner des yeux plusieurs fois pour contenir son émotion. Elle avait accompli cela seule par ses efforts et son dévouement, et elle méritait de célébrer. Après la cérémonie, Édouard suggéra qu'ils aillent tous dîner ensemble. Marianne accepta, pensant que ce serait dans un simple restaurant du quartier. Mais il la surprit en les emmenant tous dans un restaurant élégant mais chaleureux du Marais, un endroit qu'il avait soigneusement choisi. Ce n'était pas trop ostentatoire, mais c'était assez spécial pour marquer l'occasion. Les enfants furent enchantés par le menu, Madame Irène complimenta la décoration, et Marianne regardait autour d'elle, les yeux brillants de bonheur. Pendant le dîner, Édouard s'excusa et sortit quelques minutes. Quand il revint, il tenait une grande enveloppe dans ses mains. « Marianne, dit-il d'une voix plus sérieuse, je veux te faire un cadeau de fin d'études. Ce n'est rien d'extravagant, mais je pense que ce sera utile pour la prochaine étape de ta vie. » Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution et y trouva un acte de propriété. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre ce qu'elle voyait. C'était l'acte de propriété d'une maison. Une maison de 3 chambres dans un quartier sûr et tranquille de la banlieue sud, avec un jardin, un garage proche de bonnes écoles et des transports en commun, et elle était à son nom. « Édouard, je ne peux pas accepter ça, dit-elle, la voix tremblante. C'est trop. C'est... Tu peux et tu vas accepter, l'interrompit-il doucement. Marianne, tu as travaillé toute ta vie. Tu as élevé tes enfants seul, soutenu ta mère, jamais rien demandé à personne. Tu mérites d'avoir un endroit à toi où tu n'auras pas à te soucier du loyer, où les enfants pourront grandir en sécurité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude pour tout ce que tu représentes dans ma vie. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Marianne. Madame Irène pleurait aussi, et même Lucas et Sophie, qui ne comprenaient pas entièrement ce qui se passait, perçurent l'ampleur du moment. Marianne se leva, fit le tour de la table, et serra Édouard fort dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle à son oreille. « Merci d'avoir cru en moi quand j'en doutais moi-même. » Édouard lui rendit son étreinte, sentant son parfum simple, la chaleur de son corps contre le sien, et il sut qu'il devait le dire. Il devait être honnête sur ce qu'il ressentait. Qu'en soit le résultat. Quand elle s'écarta essuyant ses larmes, il lui prit doucement les mains. « Marianne, il y a autre chose que je dois te dire, et avant que tu ne répondes quoi que ce soit, je veux que tu saches qu'il n'y a aucune pression. Si tu ne ressens pas la même chose, tout reste comme avant. Tu continues à travailler avec moi, tu restes mon ami. Rien ne change. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. » Elle le regarda, les yeux encore humides, confuse, mais attentive. Édouard prit une profonde inspiration. « Je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, si c'est quand tu m'as montré qu'il y a encore de la bonté dans le monde, si c'est quand je t'ai vu te battre pour tes enfants avec tant de détermination, si c'est lors de l'une des 1000 conversations que nous avons eues sur tout et sur rien. Mais c'est arrivé, et je sais que nos mondes sont différents, que notre histoire a commencé de manière inhabituelle, mais tu m'as transformé. Tu m'as appris à faire confiance à nouveau, à ressentir à nouveau, à vivre à nouveau. Je t'aime, Marianne. Je t'aime d'une manière que je ne savais même pas possible. » Le restaurant autour d'eux semblait avoir disparu. Il n'y avait plus que deux, les mains entrelacées, les yeux fixés l'un dans l'autre. Marianne sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Et puis, la voix nouée mais ferme, elle répondit. « Je t'aime aussi, Édouard. J'ai eu peur si longtemps de l'admettre, peur de confondre la gratitude et l'amour, peur de tout gâcher ce que nous avons construit. Mais ce n'est pas de la gratitude, c'est de l'amour véritable. Tu me donnes envie d'être meilleur, tu me fais croire en moi, tu me fais sentir que je peux rêver plus grand. Et quand je suis près de toi, je me sens simplement chez moi. » Édouard sourit, un immense sourire qui illumina tout son visage et attira Marianne pour un baiser. Ce fut un baiser tendre, plein de promesses, d'espoir, de tout ce qu'ils avaient gardé si longtemps. Quand ils se séparèrent, Lucas applaudissait avec enthousiasme, Sophie sautait sur sa chaise en criant de joie, et Madame Irène essuyait ses larmes avec une serviette, souriant jusqu'aux oreilles. « Tonton Doudou va être notre vrai papa. »« Maintenant ?» demanda Sophie avec l'innocence de ses 7 ans. Édouard prit la fillette sur ses genoux et dit «
Si vous le voulez, si votre mère est d'accord, j'adorerais faire vraiment partie de cette famille. » Les mois qui suivirent furent de pur bonheur. Édouard et Marianne sortirent ensemble comme des adolescents amoureux, se découvrant l'un l'autre, apprenant à construire une relation basée sur le respect et l'amour authentique. Elle emménagea avec les enfants et Madame Irène dans la nouvelle maison, mais ils passaient les week-ends à l'hôtel particulier, qui commença à prendre vie pour de vrai. Le son des rires d'enfants résonnait dans les couloirs. L'odeur de la cuisine maison remplaçait le vide de la cuisine industrielle qui n'était jamais utilisée. Édouard présenta progressivement Marianne à son cercle social. Certains la regardèrent avec préjugés, avec jugement, mais il s'en fichait. Il fit clairement comprendre à tous que Marianne était la femme qu'il aimait et que ceux qui ne l'acceptaient pas ne faisaient tout simplement plus partie de sa vie. Il perdit quelques contacts superficiels et gagna en tranquillité d'esprit. Marianne passa les concours d'entrée et fut acceptée en sciences de l'éducation dans une université publique. Quand les résultats furent publiés, Édouard était plus excité qu'elle, si c'était possible. Il organisa une fête surprise avec toute la famille, y compris sa sœur Juliette, qui était devenue son amie aussi. Ce fut un soir de mars, près d'1 an après cette remise de diplôme, qu'Édouard demanda Marianne en mariage. Ce ne fut pas dans un endroit extravagant ou avec des feux d'artifice. Ce fut dans le jardin de sa maison, lors d'un simple barbecue avec les enfants et Madame Irène. Il s'agenouilla simplement, sortit une petite boîte de sa poche avec une bague délicate et lui demanda si elle acceptait de construire une vie à ses côtés. Marianne ne le laissa même pas finir sa phrase avant de dire oui. Ils se marièrent 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime dans le jardin de l'hôtel particulier. Peu de gens, juste la famille et les vrais amis. Marianne portait une robe simple mais magnifique. Édouard était plus nerveux que lors de n'importe quelle réunion d'affaires de sa vie. Lucas était son témoin, Sophie la demoiselle d'honneur la plus enthousiaste qu'un mariage ait jamais vue. Madame Irène pleura du début à la fin de la cérémonie. Quand le célébrant dit qu'ils pouvaient s'embrasser, Édouard prit le visage de Marianne entre ses mains et murmura « Merci de m'avoir sauvé de moi-même ». La vie de couple fut une découverte quotidienne du bonheur. Édouard adopta officiellement Lucas et Sophie, qui étaient maintenant légalement ses enfants. Les enfants commencèrent à l'appeler papa, et chaque fois qu'il entendait ce mot, il sentait son cœur se serrer d'émotion. Il continua ses projets sociaux, maintenant avec Marianne à ses côtés pour aider à diriger les actions. Elle avait un regard sensible qu'il ne possédait pas, elle comprenait les besoins de manière pratique et humaine. Et puis, un matin, ensoleillé de juillet, Marianne lui annonça une nouvelle qui allait tout changer une fois de plus. Elle était enceinte. Édouard resta sous le choc quelques secondes, puis explosa de joie. Il allait être père pour de vrai, voir une vie grandir depuis le début, participer à tout. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance, serra Marianne dans ses bras et ne voulut plus la lâcher. La grossesse fut suivie avec le plus grand soin. Édouard était présent à chaque consultation, chaque échographie. Il choisit la chambre du bébé avec les enfants. Quand ils découvrirent que c'était une fille, Sophie insista pour que le nom commence par un M, comme celui de sa mère. Ils choisirent Marina. Marina naquit un après-midi de février, pesant 3 kg de sang, avec des yeux curieux et un cri puissant qui annonça son arrivée au monde. Édouard tint sa fille dans ses bras et sentit que sa vie avait enfin un sens. Il regarda Marianne sur le lit d'hôpital, fatiguée mais radieuse, et pensa à tout le chemin qui les avait menés jusqu'ici. L'hôtel particulier était maintenant un vrai foyer. Des jouets éparpillés dans le salon, des dessins de Sophie collés sur le réfrigérateur, des trophées d'Olympiade scientifique de Lucas sur une étagère. La chambre de Marina, avec des mobiles colorés et un berceau où Édouard passait des heures à simplement regarder sa fille dormir. Madame Irène, vivant avec eux, cuisinant ses délicieuses recettes, remplissant la maison de l'amour d'une grand-mère. Édouard regardait autour de lui pendant les dîners de famille, avec tout le monde réuni à la table qui restait autrefois vide, et avait du mal à croire qu'il était le même homme qui testait l'honnêteté des gens avec des pièges cruels. Cet homme était mort. À sa place était né quelqu'un qui croyait en l'amour, en la bonté, en la capacité humaine de transformation. Marianne aussi avait changé. Pas dans son essence, car elle avait toujours été cette personne intègre et forte.
Mais elle avait maintenant la sécurité de quelqu'un qui savait ne pas être seul, qui pouvait rêver sans peur, qui était aimé profondément et véritablement. Elle continua ses études, obtint son diplôme en sciences de l'éducation et commença à travailler dans la fondation d'Édouard, créant des programmes éducatifs pour les enfants. Ses premiers enfants grandissaient en bonne santé et heureux, Lucas rêvant d'être ingénieur, Sophie voulant être artiste. Et Marina, la petite Marina, grandissait entourée d'amour. Un soir ordinaire, un de ces soirs simples qui étaient maintenant ses préférés, Édouard coucha Marina pendant que Marianne finissait de relire un projet de la fondation. Il resta à regarder sa fille dans son berceau, si petite, si parfaite, et pensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jeudi pluvieux, des années auparavant. Si quelqu'un lui demandait quel avait été le meilleur investissement de sa vie, il n'hésiterait pas. Ce n'étaient pas les milliards accumulés, ni les entreprises acquises, ni les bénéfices stratosphériques. C'était cette somme de 8 500 € laissée sur une commode. Un piège cruel qui s'était transformé en la plus grande bénédiction de son existence. Cet argent lui avait coûté son arrogance, sa méfiance, sa solitude. Mais il lui avait donné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il lui avait donné Marianne, son âme sœur, la femme qui lui avait montré que le véritable amour existe. Il lui avait donné Lucas et Sophie, les enfants qu'il avait choisis et qu'il avait choisis en retour. Il lui avait donné Marina, fruit de l'amour le plus pur qu'il ait jamais ressenti. Il lui avait donné Madame Irène, la mère qu'il n'avait jamais eue. Il lui avait donné une famille, une maison pleine de vie, un but qui allait au-delà de l'accumulation de richesses. Édouard apprit que la véritable transformation ne vient pas de l'argent, mais de la connexion. Que faire confiance est un risque qui vaut la peine d'être couru. Que la bonté existe, même dans un monde qui semble parfois cruel, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir d'être différent, pour ouvrir son cœur. Marianne entra dans la chambre et se tint à côté de lui, observant leur fille dormir. Édouard passa son bras autour de sa taille et la serra contre lui. « Merci, murmura-t-il, pour tout. » Elle le regarda avec ses yeux qu'il avait vus dans sa pire version et qui avait cru qu'il pouvait être meilleur. « Pas pour tout, Édouard. Merci de m'avoir vu, de m'avoir valorisé, d'avoir construit tout ça avec moi. » Ils restèrent là, enlacés, regardant l'avenir qu'ils avaient construit ensemble. Un avenir qui avait commencé par un test d'honnêteté et s'était transformé en la plus grande histoire d'amour que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Édouard ne testait plus personne. Il avait appris que la confiance se construit, elle ne se prouve pas. Et il avait découvert que lorsqu'on lâche le contrôle et qu'on se permet de croire aux gens, l'univers vous surprend parfois avec des cadeaux qu'aucune fortune ne pourrait acheter. Dans l'hôtel particulier qui résonnait autrefois de silence, résonnaient maintenant des rires. Là où il y avait du vide, il y avait maintenant de l'amour, et Édouard de Martel, l'homme qui ne croyait en rien d'autre que l'argent, découvrit que la véritable richesse avait toujours résidé dans les liens humains, dans la famille, dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit sans condition. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Édouard et Marianne a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de transformation et d'amour véritable, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, et que l'amour peut transformer même les cœurs les plus fermés. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui va vous émouvoir.